J'arrive, j'enchaîne 2-3 blagues, c'est pas le délire. Limite silence de bibliothèque, quoi. Et je me dis, bon, c'est pas grave. Juste après, il y a ma meilleure blague qui arrive, celle où ça applaudit à chaque fois pendant un bon 30-40 secondes. Allez, c'est celle-là, c'est le moment. Je la lâche et tout ce que j'entends, c'est... Ça a choqué des gens. C'était une blague genre où j'avais réussi à te pécho. Je vais pas spoil. Hein, non. Mais si vous voulez me voir. Bah non, on va pas spoiler, évidemment. Mais qu'est-ce qui a bien pu choquer? Quelle est cette anecdote? Quel est cet invité? Bienvenue dans Essaye encore, un nouvel épisode, l'épisode 11. Et là, ceux qui ont suivi vont dire, bah oui, mais pourquoi l'épisode 11 alors que le dernier c'était le 16? Eh ben parce que je fais ce que je veux, c'est mon podcast. Et je vais vous expliquer. En décembre dernier, je vous ai proposé, le dernier de l'année 2020, c'était Pascal Légitimus à Noël. En gros, c'était mon podcast de Noël. Pascal Légitimus, quoi, l'un des inconnus qui venait dans le podcast nous raconter que tout succès y a-t-il eu avec les inconnus, que pour autant succès il y a pas nécessairement quand tu refais un truc après en solo, et il nous raconte ça dans le podcast. C'est vachement intéressant, allez écouter si vous l'avez pas encore écouté justement. C'est dispo sur Apple, Spotify, tout ça, YouTube, Anchor, machin, allez voir. Mettez des pouces, des commentaires, des étoiles, tout ce que vous voulez, ça m'aide. Donc allez écouter ça, c'est vachement intéressant. Et ça c'était l'épisode 16. Les fêtes sont passées, on a laissé démarrer 2021, plein de trucs à faire, et donc là je reviens pour de nouveaux épisodes, si j'arrive à le dire, et avec l'épisode 11 qu'on a laissé de côté entre le 10 et le 12, ma foi c'est cohérent, et je voulais un épisode spécial avec une personne spéciale. En fait le 11 est un nombre spécial, ma chérie va vous expliquer pourquoi, et je l'avais mis de côté pour justement l'accueillir elle. Je voulais un épisode spécial avec ma chérie, parce que le podcast c'est Essaye encore. C'est donc tu racontes des plantades, des échecs, des bides, et puis t'en apprends des trucs, et avec ces trucs tu te construis. Et tout le monde connaît le sentiment d'échec. Et pour le coup, son parcours est totalement à propos puisqu'elle est humoriste débutante. Donc déjà en soi, voilà, elle a choisi d'aller se viander déjà. Et ensuite, depuis qu'elle est née, elle deal avec un truc qui s'appelle le handicap invisible. Alors il y a le handicap et il y a le handicap invisible. Elle va vous expliquer évidemment. Ce qui est totalement du coup propice à un épisode entier avec plein de choses intéressantes à l'intérieur. Alors je vous laisse rencontrer Carmen Navidad, jeune humoriste qui fait rire avec elle-même. Ça commence maintenant. Salut chérie. Salut bébé. C'est très étrange de se parler. Ah ouais, c'est comme ça que ça commence. Là. T'en es sûr? Oui. C'est comme ça. Oui, okay. Je vais même monter un peu le son parce qu'on t'entend pas fort. Bon. N'hésite pas de porter la voix comme ça. Oh non, ouais, c'est bon. Alors effectivement, épisode spécial, épisode 11. Peut-être, alors j'ai dit que c'était spécial dans l'intro le 11, peut-être on peut expliquer pourquoi le 11. Mais parce que on est ensemble depuis le 11 novembre 2011. Donc 11-11-11. Voilà, du coup j'étais obligé de garder cet épisode de côté exprès. C'est donc ton épisode, l'épisode 11. Pourquoi toi? Parce que les gens ils vont faire ouais, il met sa meuf dans le podcast. Pourquoi? Parce que t'as justement un parcours intéressant dans le cadre de Essaye encore. L'idée, c'est de raconter ici comment on se plante. Et l'air de rien, depuis que t'es né, tu deals avec un truc qui fait qu'il y a pas mal de moments qui peuvent être vécus comme des échecs. Ah bah oui, parce que même avant d'être né, mon corps a décidé, oh tiens, je vais merder, je vais échouer dès le départ. Et si on faisait un petit AVC avant de naître? Ça peut être une bonne idée ça. Et résultat, boum... AVC, plein de sang dans le cerveau, etc. Alors le truc particulier, c'est que justement tu l'as eu, mais t'étais pas né, c'était c'est un bien fœtus. Ça. C'est bien ça, j'avais moins 3 mois pour être précis, et ça a entraîné une infirmité motrice cérébrale qu'on a diagnostiquée que 1 an et demi après, parce que au début tout allait bien, puis après ma mère a remarqué que je tenais moins bien mon bras, etc., que je marchais pas encore, rendu à 1 an et demi, et les gens ils étaient un peu trop chill à mon avis, parce qu'ils arrêtaient pas de dire oh mais c'est normal, c'est ta première, tu t'inquiètes de trop pour elle, t'inquiète, bah elle a bien fait de s'inquiéter. Oui, et ça se traduit comment dans physiquement dans le concret? Parce que t'as dit infirmité motrice cérébrale, ça fait un gros mot comme ça. Mais en fait c'est quoi? Alors pour ce qui est de la jambe gauche, tu vois le Dr House? Oui.
pareil, mais sans la canne. Tu remplaces la canne par des semelles orthopédiques et C'est moins sexy. ouais. Et c'est pas sexy et c'est cher. C'est complètement con. Et au niveau du bras, bah, on dirait qu'il a sa propre conscience, mais qui fait systématiquement de la merde en fait. Il est tout raide, j'arrive pas à tourner le bras comme je veux. C'est pour ça que... Ah oui, c'est vrai, ça c'est aussi un échec. Un de mes premiers échecs, c'était ça. Quand j'avais 6 ans, je voulais faire de la danse classique parce que toutes mes copines faisaient de la danse classique. Et moi, je m'enjaillais. Tu me connais maintenant, dès que je me lance dans un truc, je m'y lance à fond. C'est à fond, exactement. Et déjà à l'époque, je connaissais absolument toutes les chorégraphies, mais par cœur, mais absolument toutes. Mais forcément, à cause de mon bras, je les faisais de façon peut-être moins gracieuse que mes camarades qui les connaissaient pas, mais les seuls mouvements qu'elles retenaient, elles les faisaient bien. Résultat, peu importe la semaine, le cours, ma prof me mettait systématiquement dans le fond. Et ça m'a tellement découragée que j'ai fait juste un trimestre de danse classique et que je n'en ai plus jamais refait. Et t'as quel âge ça quand tu fais ça, t'as dit ? 6 ans, un truc dans le genre. Et ça, comment tu le vis à ce moment-là, quand tu te retrouves toujours dans le fond, genre t'as 6 ans, est-ce que t'as conscience que t'es mise dans le fond ou juste le cours se passe et c'est en y pensant beaucoup plus tard que tu dis « Ah putain, j'étais mis dans le fond ». Ah non, moi dès le départ, et puis je pense que mes parents m'en ont fait prendre conscience aussi parce que ils étaient pas là pendant les cours, mais comme à chaque fois quand t'es un parent qui va rechercher sa fille... Oui, tu demandes comment ça s'est passé, tout ça. Non, tu te pointes un petit 5-10 peu minutes avant, ouais. Tu vois un peu la fin du cours, et mes parents voyaient que toutes les semaines j'étais mise au dernier rang. Et moi, c'était quelque chose auquel j'étais pas habituée parce que depuis très 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 longtemps déjà, j'étais la bonne élève. Quand t'as 2 profs enseignants, tu as le goût du travail très vite, à vouloir faire des perfs. Tu pourrais être justement le cancre. Il y a aussi ça. C'est soit t'es le bon élève, soit t'es le cancre quand t'as les parents dans l'enseignement. Non, moi j'ai choisi le côté lumineux de la force. C'est ça. Et ça les a énervés. Au début, moi, je comprenais pas. J'étais juste contente de faire de la danse parce que je retrouvais mes copines. Ouais. Mais au bout d'un moment, ça m'a saoulée. J'étais là, zut, je fais tous les efforts que je peux dans les limites de mon corps, mais je fais tout ce qu'il faut pour faire la chorégraphie du mieux possible. Et on me met quand même dans le fond. C'est frustrant quand même. C'est mes premières frustrations, ça vient de là, quoi. Évidemment, pour la blague, ça me rappelle moi quand j'étais en sport à l'école, parce que je voulais aussi faire du mieux que je pouvais, mais mon corps avait décidé qu'il n'aimait pas le sport. Et donc, quoi que je fasse, même du mieux possible, j'atteignais le passable sur le bulletin, avec la meilleure volonté du monde. Mais toi, t'as aucune excuse. Voilà, c'est ça. Moi, quand j'avais des notes de merde en sport, je savais pourquoi. J'avais à peine la moyenne, forcément. Il y avait la moitié de mon corps qui voulait pas faire ce que je voulais. Donc, logique. Et quand t'arrêtes la danse, c'est toi alors qui décides d'arrêter ou c'est du coup tes parents en se disant ça sert à rien? C'était un mix des deux. Je me lassais. Du coup, il y avait pas moyen d'évoluer. J'ai l'impression que je parle d'un job, c'est n'importe quoi. Mais les autres fois où j'ai fait genre danse moderne quelques années plus tard, j'étais vraiment excitée à l'idée de faire le gala de fin d'année. Là, j'avais même pas cette excitation-là. J'avais l'impression vraiment que la prof, quoi que je fasse, elle allait pas m'aimer, quoi. Elle voulait que son gala soit le meilleur des meilleurs et ça n'incluait pas une gamine au bras biscornu, quoi. Inclusion. On est pile dans les thèmes du moment. On était fin 90, début 2000, niveau inclusion, c'était pas encore le top. Et ça, du coup, c'est un schéma récurrent, un phénomène que tu retrouves tout au long de ta scolarité ou des activités en général? Ouais, parce que je te disais, j'ai fait de la danse encore après, déjà, je commençais à me faire harceler au collège à ce moment-là et je m'étais dit, voilà, la danse, ça va me permettre de me changer les idées, voir d'autres gens, de me faire de nouvelles amies. Et non! C'était d'autres gens, mais qui s'étaient décidés à me faire chier quand même. Voilà. Et du coup, alors, ça se passe comment
l'école en général? Parce que tu dis, je commençais à me faire harceler. Pourquoi? Parce que t'étais bonne élève? Parce qu'il y avait le handicap? Ou les deux? C'était pas directement à cause du handicap. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était encore la mode à l'époque, mais c'était la fin de ça, des classes de niveau. Et comme j'avais bien travaillé à l'école, tellement bien que ma grand-mère s'est toujours trimballée avec mes bulletins dans son sac à main pour montrer à toutes ses voisines. On connaît ça. On connaît. Les vrais savent. Ah, les vraies mamies. Eh ben, j'ai été mise dans la meilleure classe. Et au fil des premières semaines, je me suis vite imposée comme la meilleure de la meilleure classe. Donc, qui est en gros la pire place à avoir, vu que t'as une énorme cible. Pour le coup, avec ou sans handicap, quand tu commences à bien travailler, j'avoue que ça fait ça. T'as une énorme cible dans le dos. Et arrive la période où on doit, mes parents, le médecin scolaire, mes profs, etc., me trouver des aménagements pour tout ce qui est vie scolaire, contrôle, etc. Donc, par exemple, c'est une des premières fois où je mangeais à la cantine. Donc, il fallait que je passe en priorité pour avoir mon plateau antidérapant, mon couteau comme il faut. Oui, parce que du coup, avec ton bras, tu peux pas le porter. Voici, avec une seule main, mais c'est chaud, c'est en équilibre, quoi. Bah non, tout. Faut quelqu'un. Bah non, c'est même pas ça. Tout se serait cassé la gueule si j'avais le même équipement que tout le monde, mais j'avais un espèce de rouleau antidérapant dans mon plateau, donc peu importe comment je me mettais, ça bougeait pas, c'était nickel. Et donc, j'avais cette espèce d'avantage-là qui n'en était pas vraiment un. C'était juste pour pouvoir faire mes activités comme tout le monde. Évidemment, au niveau mathématique, la géométrie, les règles, les rapporteurs, toutes ces manipulations-là, il fallait que j'ai plus de temps pour les accomplir que les autres. Parce que moi, ça prenait 2 fois plus de temps à faire. Et même pour écrire... ça n'a pas été un caprice de notre part de dire que j'avais besoin de plus de temps pour écrire. C'est quand même un neuropédiatre qui nous a dit ça pendant des années. Donc il fallait que tout ça rentre en ligne de compte. Parce qu'à l'école, t'as pas besoin de tant d'aménagement que ça. Une école, c'est à plus petite échelle. Donc les profs te connaissent tes besoins. Et eux, ça les dérange pas de rester un peu plus s'ils savent que t'as des difficultés, et les exigences sont quand même... Donc c'est dès que tu montes un peu, alors, au niveau de scolarité. Là, tous ces aménagements-là, entre guillemets, additionnés, plus le fait que mon handicap ne se voyait pas, mes camarades ont trouvé que c'était des avantages un peu déloyaux pour eux. Ils disaient que si j'avais tous ces avantages-là, c'est parce que j'étais la chouchoute des profs... Et que j'avais par le fait que tu travaillais bien aussi, du coup, oui, ok. Exactement. Tu as mentionné que ça ne se voyait pas. C'est vrai qu'on n'a pas pensé à le dire en démarrant, mais en même temps, on a le temps de l'expliquer. Ça rentre dans la case des handicaps invisibles. C'est ça. Ce qui est finalement la plus grande part des handicaps existants. Entre 80 et 90% des handicaps sont invisibles. Alors, ça explique un peu, concrètement, handicap invisible. Dans les handicaps invisibles, t'as aussi tout ce qui est sensoriel. Donc cécité, problème d'audition, la dyslexie aussi compte dans les dyspraxies, dyslexie, tout ça compte dans les handicaps invisibles, les problèmes de dos, les scléroses en plaques. Dès que la personne va souffrir en fait d'un truc, mais que pour autant au premier abord à l'extérieur, les gens vont pas le remarquer. Quelque chose qui va l'empêcher d'avoir une autonomie à 100%. Ouais, ok. Mais sans que ça se remarque au premier abord. Nous, on va le voir après. Si on commence à te regarder, honnêtement, ça se voit pas tout de suite, c'est vrai, c'est un fait. Après, on va remarquer une raideur à la jambe, une raideur au bras, etc. Mais le pire, c'est que on voit que les gens connaissent pas tant que ça l'infirmité motrice cérébrale, parce que quelque chose qui m'avait marqué, qui avait aussi marqué mes parents quand le neuropédiatre a posé le diagnostic, c'est que des infirmités motrices cérébrales, il y en a plein. Il y a celle où tu vas être vraiment en fauteuil et avoir malheureusement très peu d'autonomie. Et de l'autre côté, tu vas avoir la mienne. Et même le fait d'être gaucher, il nous avait dit, le fait d'être gaucher est une forme d'infirmité motrice cérébrale. On salue les gauchers qui nous écoutent et qui découvrent. Voilà. Mon père a découvert ça nous fait un point commun. Voilà.
Et donc du coup, ouais, tu cumules le fait d'être et en même temps tu cumules quoi. Tu pars avec un handicap invisible, c'est-à-dire que même le handicap est handicapé. Voilà. Et en plus tu travailles bien. Putain, t'abuses. J'ai cherché. Ouais, j'avoue, j'ai cherché. T'abuses. Donc à l'école, tu commences à parler de harcèlement. Enfin là aussi c'est un sujet finalement qu'on a l'impression qu'on n'a jamais fait le tour. On t'en entend aux infos toutes les semaines, limite. Donc ça se passe pas nécessairement bien. Oh bah non, bah le collège, ça a été la pire période de ma vie. C'était vraiment tous les soirs. Et c'est là que je me dis, je vais sonner vraiment comme une vieille, mais c'est là que je suis contente de pas avoir eu les réseaux sociaux quand j'avais cet âge-là. Comme on les a aujourd'hui. C'est ça. Ouais. Nous, à l'époque, on avait MSN et Skyblog et ça s'arrêtait là. Oui, tu sonnes vieille, hein, j'avoue. Ah oui, ça fait... Bon, toi aussi. Oui, j'avoue, j'ai connu aussi. Quand même 5 piges de plus que moi, il faut le rappeler. Mais... Je couperai au montage. Non, je ne crois pas. Il n'y a pas de montage. On laisse pas. tout ici. Et donc, voilà. Quand je rentrais chez moi, ça s'arrêtait vraiment. Je pouvais avoir cette déconnexion, je pouvais être rien qu'avec mes parents. Bon, ça me faisait pas oublier ce que je vivais. Passé, oui, voilà, je continuais à pleurer et tout, etc. Mais à part des fois des chicanes sur MSN, bah ça s'arrêtait là. Je recevais pas de menaces de mort non plus. Comme on en voit des fois aujourd'hui, ouais, ok. Je me suis fait taper une ou deux fois, ouais, mais... Rappelle-moi de me donner les noms de ces gens. Donc du coup, oui, tu avais cette chance qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Pour autant, là-bas, tu le vis de qui? Des autres élèves? Des profs, potentiellement? Ah, c'est arrivé. Bah, en fait, je crois que la pire année de ma vie, ça a été ça. C'est quand j'ai été harcelée par mon prof. Enfin, harcelée, c'est un grand mot, mais il faut... Enfin, il jouait pas le jeu, qu'on va dire. Il faut l'expliquer un peu plus en détail. C'était le prof qui était aussi mon prof principal. Donc, et un prof de quoi? Maths. Ok. Et c'est là que j'ai eu les pires notes de ma vie. J'avais droit, évidemment, à du temps en plus, surtout dans sa matière, avec ce que je te disais, toute la géométrie et tout. Et c'était pendant la récré, ce temps-là en plus. Donc lui, il me tournait autour, il essayait de me déconcentrer, de me faire perdre confiance en moi. Et puis, pas étonnant que le premier du genre, contrôle... les trucs genre... les trucs comme ça, quand ouais. tu t'es trompé, ouais, genre, mais comme sans me dire où, pour bien me stresser, pas étonnant. Et ça, c'était vraiment, tu l'as senti, enfin, je veux dire, y a pas de doute, tu l'as senti, c'était pour te faire chier. Au début, ouais, c'était ça, c'était pour me faire chier. Et puis le pire, c'est pour rendre les copies, il faisait le truc le plus humiliant au monde. Rendre les copies par ordre décroissant, commencer par les meilleurs, finir par les moins bons. Et c'est là quand c'est là quand il dit, là maintenant je vais rendre les notes qui sont en dessous de la moyenne et que tu as toujours pas la tienne et qu'il te la rend que t'as 9,5, que t'es au bord des larmes et que tout le monde justement se fout de ta gueule parce que pendant des années, parce que je suis restée pendant tout mon collège avec la même classe, il y a jamais eu de remix ni rien du tout. Je suis vraiment restée 4 ans avec les mêmes. Et ça y est, ils avaient l'impression que enfin je tombais. Voilà, oui, c'est ça. Ça y est. Et quand mes parents ont cherché des explications parce qu'il y avait vraiment qu'avec lui que ça se passait pas bien, il leur a dit des trucs du genre ah mais ça va comme note parce que on est quand c'est en prépa il y a des notes négatives, il y en a qui ont moins 2. Oui, mais là on est en 4e. Ouais, là, voilà. on va se calmer un peu le pompon. C'est pas la prépa encore. Alors je te raconte pas quand quelques mois plus tard je me suis accrochée, que j'ai eu 20 et que je suis allée chercher ma copie à son bureau. C'était un défilé. Ah ouais. Il y avait des feux d'artifice, il y avait des danseuses brésiliennes, il y avait... on the runway. C'est ça. Si RuPaul's Drag Race avait existé à l'époque, j'aurais fait un runway digne pour aller le chercher. Du coup, donc tout ça, ok, tout ça se passe pas bien. Toi, t'as conscience de ton handicap ou dans ta tête t'es entre guillemets bah ouais. normal. Non. Je sais pas si on... Non, bah je commençais de plus en plus à en avoir honte parce que je me disais toutes ces emmerdes là, le regard des autres, etc. C'est parce que je suis handicapée, parce que du coup ça me rend moche. J'ai jamais eu de petits copains vraiment à cette période-là, j'avais personne.
Et je me disais, bah ouais, forcément, ils vont pas sortir avec la première de la classe ou ils vont pas sortir avec une infirme s'ils ont le choix. Réaliste. T'as parlé des gens qui te faisaient chier. T'avais aussi quand même des gens avec toi, genre des amis ou au moins des copains, parce que des amis à cet âge-là, je sais pas si on peut parler d'amitié, tu vois. Il y avait genre même des gens de ton côté ou pas? Dans ma classe, ça n'a fait que décroître. Bah forcément, quand j'étais en 6e et que je les invitais pour mes anniversaires, bah j'en avais une quinzaine, y a pas de problème. Mais en terminale, ce chiffre s'est réduit à 2 puis 0. Mais tous mes amis, en fait, n'étaient pas dans ma classe. Il y en avait pas un dans ma classe. Et le pire, c'est que la plupart, bah, c'était même pas, ils avaient même pas mon âge. J'étais soit avec ceux de la classe du dessus, soit avec des gens de 2-3 classes en dessous, quoi. Dans le podcast, l'idée, c'est essaye encore. Donc, tu te vautres. Généralement, c'est quand tu veux réussir, tu penses à un projet, t'essayes, tu te plantes. Du coup, si tu t'es planté, c'est que t'as fait quelque chose de pas bon. Du coup, t'essayes d'apprendre et tu corriges pour recommencer. Voilà un petit peu finalement la moralité entre guillemets du podcast à chaque fois, quoi. C'est ce qui en ressort des discussions. Là, toi, t'apprends quoi de ça à aujourd'hui, par exemple, avec le recul de ce vécu-là? T'en apprends quoi? Qu'est-ce que t'en tires comme leçon? Bah, c'est que à l'époque, s'il y avait eu autant de personnalités qu'aujourd'hui qui revendiquent ce qu'ils sont, qui sont fiers de leurs défauts, fiers de leur handicap et qui s'en servent pour montrer toute leur j'ai uniqueness dans la tête, toute leur originalité, je pense que les gens vont quoi. comprendre, uniqueness. Charisma, uniqueness, nerve and talent. Et donc toute leur originalité. Si j'avais eu plus de modèles comme ça à cette époque-là, j'aurais pu un peu mieux prendre confiance en moi. Moi, tu serais dit, moi aussi, je vais être unique. Bah, et c'est du ça. coup, t'aurais eu un modèle, entre guillemets. Alors que j'ai fait tout l'inverse. En fait, je voulais vraiment du plus possible paraître tellement normal, vivre tellement normalement qu'on ne verrait plus du tout mon handicap. Mais c'était quelque chose que, dès le départ, j'aurais dû me rendre compte qui était impossible. Donc au lieu de le cacher le plus possible et que ça ne marche pas, bah j'aurais dû le revendiquer à fond, avoir confiance en moi, m'aimer un peu plus pour avoir le cran de leur répondre. Ça veut dire quoi le cacher, être le plus normal possible? Ça se concrétise dans quoi? Genre tu portais des pulls hyper larges, genre Non, pas tant que ça, mais juste essayer de finir mes contrôles le plus vite possible pour pas avoir ce temps supplémentaire. Ouais, d'accord. Enlever tout ce qui était finalement les plus un peu établis. Voilà. Ok. Parce que moi, après, je pouvais pas lutter contre ce à quoi je ressemble, parce qu'en plus, faut savoir que plus je suis stressée et plus mon bras se crispe. Donc plus je suis stressée, et alors il y a une plus force incroyable dans ce bras que tu ne maîtrises pas. Oh, si on a des enfants le jour de mon accouchement, tu vas prendre tellement cher, tu peux déjà dire adieu à ta main. T'en sais que la main. Alors, du coup, concrètement. Dégueulasse. Oui, j'avoue. Concrètement, ça se passe donc pas bien. Et en fait, il y a un truc que te sauve finalement à ce moment-là. Parce que tu te refermes, tu te replies finalement un peu. Ah bah complètement. Tu veux absolument le faire que ça se voit pas. Je voulais même carrément en finir, comme ça se serait plus vu du tout. Ouais. Et du coup, un truc arrive. Non, j'aime pas quand on parle de ça. Et du coup, un truc arrive, c'est l'humour. Ah ouais. Je saurais même te dater ça assez précisément. Bon, ça, je suis pas surpris, tu as une mémoire de malade. Tu sais quelle météo il a fait tel jour il y a genre 6 ans. Mais je suis malade. Non, en fait, c'était une émission de Nouvel An 2006, je crois, Nouvel An 2006-2007. Et là, il y a un extrait de Juste pour rire. C'était un sketch de Franck Dubosc et Stéphane Rousseau dans un sauna. Puis là, je vois Stéphane Rousseau, bonjour monsieur. Dans un sauna. Donc il avait juste une petite serviette. Cela implique de la nudité. Il avait juste une petite serviette, juste là où il faut. Puis là, je vois ses abdos, ses tatouages. Oh. Et tu as? Oh bah, 14 ans, quand même. Ouais, un truc dans le genre. Donc, bonjour la puberté. Et puis, j'étais là, ok, je voyais flou. Puis après, je vois dans le magasin son DVD, le DVD de son spectacle. Et puis là, je me dis, waouh,
C'est ça que je veux faire en fait dans la vie, parce que j'ai toujours un peu voulu, à l'époque de la Star Academy, je voulais être chanteuse. Oui, bon, en même temps, quelle petite fille n'a pas voulu être chanteuse, voilà, c'est ça, quel mais petit garçon n'a pas voulu être un acteur, enfin, j'ai tu vois. toujours su, mais moi j'ai su depuis longtemps que je voulais être sur scène. Ouais. Et là, je me dis, mais en fait, l'humour, c'est ça que je veux faire, et je m'en suis encore plus rendu compte parce que, ok, on n'avait pas les réseaux sociaux, mais on avait quand même YouTube, et je commence à découvrir, plus je fouille dans les vidéos de Stéphane Rousseau et plus je découvre d'autres humoristes québécois. Bah oui. Et là, je tombe sur Louis-José Hood et surtout sa façon de rendre toutes les mésaventures de sa vie, de les rendre drôles. Et je me dis, waouh, si grâce à ce que j'ai vécu de moche dans ma vie, si grâce à ça, je peux faire rire les gens et leur faire autant de bien que ce que Stéphane Rousseau ou Louis-José Hood m'ont fait comme bien, bah c'est ça ma vie, c'est ça ma vocation. En gros, c'est comme si je voulais rendre ce qu'ils m'avaient donné, quoi. Et du coup, tu te mets, alors tu regardes, tu bouffes des vidéos, il y a YouTube, il y a un peu plus tard des barcons d'art aussi, on ne demande qu'en rire, qui a été ça c'était plus lycée, c'était plus mes années c'est un peu lycée. plus tard. Mais donc bref, puis effectivement l'accès en plus après. Et toi, c'était tes années quoi C'était pas à l'UNIF déjà à cette époque-là? C'est quand t'étais à 2010, 2011, cherche bien. Quand t'étais au lycée, si. Ouais. Oui, je t'ai connu, tu n'avais pas encore 18 ans. Il est vieux. Et donc l'humour. Quoi? Ah non, je croyais que tu voulais regarder l'heure. Non, je cherche pas l'heure, je cherche mes petites notes. Ouais, je cherche mes petites notes. Et donc ouais, du coup arrive l'humour et donc même t'essayes là, enfin tu t'arrêtes pas à le regarder. Je vais faire des phrases entières, hein, promis. Tu t'arrêtes pas à le regarder. Tu veux aller essayer. Tu prends une option théâtre par exemple à un moment donné. Ouais, je m'étais inscrite à l'atelier théâtre, mais un peu l'atelier théâtre secondaire de mon collège, c'est-à-dire qu'il y avait l'atelier théâtre principal, mais il était composé à 100% des gens qui ne m'aimaient pas dans ma classe, on va le dire comme ça. Et il y avait un autre atelier théâtre organisé par ma prof d'anglais, que moi j'adorais, mais que le reste de ma classe harcelait. C'était tellement une classe de harceleurs qu'ils harcelaient la prof. Et dans le tas, il y avait, dans les autres élèves qui avaient dedans, il y avait des gens que j'aimais bien, des gens de la classe d'au-dessus, dont mon crush. Et donc là, on nous fait, en gros, on est tellement le groupe secondaire, tellement le groupe outsider que, on est en première partie des autres. Et je me dis, waouh, il faut vraiment qu'on donne tout. Il faut qu'on les éclipse. Limite, faut que ça soit tellement bien que voilà, on ressorte, qu'on monte notre valeur, etc. Donc, en plus, j'adorais ce texte. C'était l'école du diable, ça s'appelait. Et puis, c'était un peu le diable qui allait envoyer sur Terre les pires mots mais des trucs un peu pernicieux, genre... moi, je crois que j'étais le psychologisme, un truc dans le genre. C'était que des trucs hyper pernicieux, pas évidents, mais qui allaient pourrir la vie des gens. Et on avait des monologues hyper compliqués, mais moi, j'aimais bien mémoriser des trucs. Donc, je connaissais toutes mes répliques par cœur. Et une fois que je connaissais ça, j'en jouais, j'étais à fond dedans et j'avais vraiment hâte de le jouer. Puis là, ce soir-là arrive... Et on était 3 et on faisait tous les 3 notre monologue à tour de rôle. Et le monologue juste avant le mien, c'était celui de mon crush. Et qu'est-ce que j'entends sortir de sa bouche? Tout mon monologue! Merde. Ce couillon-là, il avait inversé les deux. Heureusement que je connaissais les répliques de tout le monde parce que j'ai pu bricoler un truc, mais sur le vif. Mais il y a un problème avec moi, tu le connais, c'est que j'ai pas souvent une poker face, tu vois. Mes émotions devaient se voyer très fort et je pense qu'à ce moment-là, on a dû voir sur mon visage. Mais what the fuck is that? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Enfin bref. Et entre ça et la deuxième partie de notre truc qui était juste... deux d'entre nous qui faisaient une reprise d'un sketch de Florence Foresti chez Laurent Ruquier, en voulant faire passer ça pour de l'original. Copie Comique représente. C'est pas avec ça que j'ai brillé, tu vois. Et les gens dans ma classe, le lendemain, se faisaient un malin plaisir de le souligner.
Mais tu sais, en parlant entre eux, mais assez fort pour que j'entende genre « Oh, c'était génial ton truc, c'était meilleur que les autres en tout cas !» Et ça m'a tourné dans la tête et j'étais là « Ouais, super !» Et quand il sort du coup le monologue et que tu te dis putain ça va être à moi et bah du coup je peux pas entrer comme ça, c'est comment tu le là sur l'instant. J'étais déjà sur scène mais okay. Je me suis dit OK, il faut que je reprenne son monologue. Mais t'as pas été paralysé, t'as trouvé ton cerveau a fonctionné, voilà. et t'as trouvé une astuce. J'étais en tout cas moins dans la merde que lui parce que lui il le sentait qu'il faisait n'importe quoi et ça s'entendait qu'il faisait n'importe quoi et j'étais là putain OK. Respire et fais au mieux. J'ai toujours ça a toujours été ma philosophie, ça fait au mieux, c'est celle qui a notamment dirigé les 3 ans de thèse que je viens de faire. Hein. Et ça c'est un autre truc enfin c'est toujours ça, je veux dire quand t'as un moment comme ça un peu de bide c'est ça, c'est bon allez, respire, on y va, fais au mieux. Ou c'est oh putain panique à bord et je sais il y a plus personne, ça réagit plus. Comment tu réagis quand ça foire, quand tu fais je prends les préceptes de mon grand mentor David Goodenough. Les fans du Joueur du Grenier comprendront. En fait c'est pas si grave, allez. En gros je me dis finis ton job, ça s'arrête là et puis tu feras mieux la prochaine fois quoi. Donc ça c'était un bide ou en tout cas un moment difficile à gérer sur scène. C'était la première fois que t'étais sur scène là? Bah enfin t'as déjà fait de la danse, tu disais tout à l'heure, mais ouais, à part les galas de danse pour lesquels je me suis fait aussi harceler. J'avais vraiment pas de bol à l'époque. Ouais, c'est où je jouais. Ah non. Il y a eu mon premier succès a été une pièce patoisante quand j'étais en CM2 à la fête de l'école, mais bon. Ok. Oui, mais c'est après, de toute façon, que tu t'es dit, je veux faire de l'humour. Oui, c'est ça. C'était, ouais, ça, c'était ma première scène, post-illumination, post-épiphanie, quoi. Bon, malgré les complications sur scène, on a compris, réaction, à la suite de ça, c'est vraiment, tu te dis, oh putain, faut que je remonte sur une scène pour faire d'autres choses, des trucs à moi, ou? À moi, ma première réflexion, ça a été, faut que je me barre de ce collège, surtout, j'en peux plus. Oui, ça, rapport à la situation, mais rapport à toi et cette envie de spectacle. Dès que l'occasion se présentait au lycée, après tu sais bien, on vit dans un bled paumé, il y a pas tant de scènes que ça. Si j'étais allée dans un lycée genre à Lille, etc., j'en aurais peut-être profité pour faire des soirées d'humour. Je sais pas, enfin je sais pas si à l'époque c'était aussi répandu que maintenant. Ça, ouais. Mais dès qu'il y avait un atelier théâtre, il fallait que je m'y inscrive et c'est ce que j'ai fini par faire en terminale dès que l'occasion s'est présentée. Oui, et puis là pour le coup, t'as cartonné au bac. Ah bah ouais. Je pense qu'on peut dire ça. En fait, t'es pas très objectif parce que c'est la première fois qu'on s'est vu. Donc, moi, j'aurais pu chier sur la scène, t'aurais dit quel talent. Excusez-moi pour ce langage vulgaire, mais c'est un peu l'idée, quoi. J'aurais aussi dit merde, ça pue. Aussi. Peut-être, mais j'arrivais pas à voir, t'étais loin ou quoi? Oh, bah bravo, je te félicite pas, c'est bien, Nils. Désolé. J'étais loin, non, j'étais dans le milieu. Je me choisis toujours une place un peu comme quand on pouvait aller en feu les cinémas, dans le milieu, autant milieu entre les latéraux que milieu entre la profondeur. On aime bien ça. Voilà, c'est une anecdote qui n'a absolument aucun rapport et aucun intérêt. Et donc du coup, voilà, petit bout des théâtres ici, petit bout de théâtre là, regarder de l'humour, et puis finalement, allez, je vais pas durer le suspense, je sais pertinemment que à aujourd'hui t'es monté, bon là évidemment avec le Covid c'est arrêté, mais t'es monté sur scène, t'as fait tes premiers plateaux il y a, on va dire 1 an. Ouais, un petit peu plus d'1 an. J'ai commencé en décembre 2019. La meuf qui a bien du pif pour commencer sa carrière. Tiens, décembre 2019, vas-y. 2020, c'est mon année. Je vais faire des scènes à tout va. Et en 2021, je suis un incroyable talent. Tu pouvais pas le deviner en 2019. C'est impossible. Qui pouvait deviner ça? Oui, non, mais je veux dire, il y avait pas. En février, t'aurais démarré en février. Ah oui. Tu vois, vraiment, là, t'avais pas de pif. Mais en décembre 2019, tu peux pas le deviner. Et donc là, alors, quelle est la démarche et ta réaction? Et alors déjà première scène, ça se passe bien pour le coup. Oh ouais, ça c'était une des meilleures soirées de ma vie, je crois, parce que j'avais aussi la pression et tout, donc de temps en temps j'oubliais mon texte et pendant que j'allais le revoir, les gens m'applaudissaient pour m'encourager. Ça c'était quelque chose qui m'était jamais arrivé de toute ma vie. Et en plus j'appréhendais parce que première scène je l'ai fait à Bruxelles.
Je me dis, Bruxelles, avec ce qu'on leur a mis à la Coupe du Monde, ça va, pour une Française, ça va pas bien se passer. Et les gens ont été adorables. C'était... Si on peut noter quand même un sacré accueil des Belges, Oui. ils sont Big up, ils sont big très up la accueillants, Belgique, big up contrairement à Bruxelles. certains Français. Et Et je crois que c'est là que tu veux parler de mon premier bide. non, on va en parler après du premier bid au Spotlight, mais là d'abord l'humour, parce que l'humour, tu parles de quoi? Et c'est là où le twist est intéressant, c'est que finalement t'as eu un déclic, et tu vas me dire où précisément, je me rappelle plus. Et quand surtout, c'est que tu t'es dit, bah en fait moi je veux faire rire, mais donc avec moi-même, avec ces Mais oui. trucs-là que j'ai vécu, avec ce handicap. Parce que je me suis pas vraiment mis à écrire tant que ça quand j'avais, au tout début où je voulais en faire, quand j'avais 14, 15, 16 ans, parce que je savais pas sur quoi écrire. Je me suis dit, ça va intéresser personne, mes problèmes. C'est quoi? C'est le harcèlement, j'ai jamais eu de petits copains, des problèmes d'ado. Ça va intéresser personne. Youpi, j'ai des boutons sur le nez. C'est ça. Toi aussi. C'est ça. Vous avez remarqué les boutons? Enfin... Ah ouais. Oui, ok. Le Biactol, ça pue Ouais. vraiment. Ok. Mais Et donc le twist, quand tu veux parler de toi, c'est, t'en as parlé tout à l'heure quand t'as découvert Louis-José Hood en te disant, bah il raconte ses mésaventures, mais de manière drôle. ouais, mais j'avais pas encore de mésaventures assez intéressantes. Ok. Et Ouais. donc c'est quand? Alors c'est quand que tu te dis, bah putain, en fait c'est devant moi, c'était là, il suffisait que je m'utilise moi. Bah c'est quand j'ai commencé la thèse, vraiment, parce que quand t'es T'es sur l'humour aussi, faut le préciser. oui, thèse sur l'humour québécois, qui normalement aujourd'hui est déposée. Alors on se parle, oui. À l'heure où on se parle, est Alléluia. déposée, soutenance prévue le 23 avril. Tu vas peut-être devoir faire un petit update dans les prochains mois pour, enfin si ça intéresse les gens. Hein. Ouais. Et oui, il est content. Et... non, c'est mignon, c'est un bisou. Et parce que quand t'es en master, il y a tellement de gens dans ta promo, tu commences à 500 en première bac et à une centaine enfin première bac, première année de licence hein, pour la France, c'est parce que j'ai fait mes études en Belgique. Quand tu commences en première année, t'es 500, en master t'arrives à une centaine, mais toujours un assez gros volume pour un peu te fondre dans la masse, Ouais. quoi. Y a C'est pas jamais... une classe de 20 ou 30, quoi. Non, il y a jamais personne qui m'a souligné mon handicap. Là, ça à va mieux, cette du coup, époque-là. à cette Là, époque. ça va mieux. Les gens sont un peu plus adultes, Puis on va dire. Là, je rencontre enfin des vrais amis. C'est pas des gens, c'est pas genre ah si je traîne avec machine, bah je suis plus amie avec bidule. Là, t'es assez adulte pour te dire je suis amie avec elle parce que je l'aime bien. Et il y a personne qui va me faire changer d'avis. Donc j'ai enfin des amis. Et puis il y a aussi, je suis beaucoup moins à me stresser de l'opinion des autres, quoi. C'est parce que moi je voulais être aimée absolument au collège Bah et ça me forcément, fendait le tu cœur. l'étais pas, entre guillemets. Les gens te le faisaient Voilà, sentir je un voulais être rejet aimée ou un- et j'étais pas aimée, Ouais, ça me ouais. fendait le cœur que là, j'en avais rien à battre. Très très concrètement, j'en avais rien à foutre parce qu'en plus, je venais de te rencontrer, Non. donc je m'en foutais parce que je t'avais toi. Mais au moins, j'avais quand même 2-3 amis et tant que j'avais ces 2-3 là, j'ai jamais voulu être la plus populaire, je voulais juste avoir des amis. Et donc, bah, tant que moi j'avais 2 amis, j'étais contente, quoi. Et donc voilà. Mais quand t'arrives en thèse, il y a à peine une dizaine de personnes dans ta fac qui font une thèse. Et t'arrives là-bas un peu comme si bah t'es plus vraiment étudiant, t'es pas encore prof, t'es un espèce de Entre les deux. salarié entre les deux, mais salarié qu'on te voit que en gros on te voit comme encore un étudiant à certaines occasions, on te voit comme un adulte à d'autres. Ouais, Enfin d'accord. c'est un peu un statut comme ça, t'es entre deux eaux. Et il y a certaines personnes qui me font des réflexions que j'avais encore jamais entendues sur mon handicap, mais que je croyais ne jamais avoir entendues, mais dans ma vie quotidienne, ça m'est déjà arrivé de les entendre. Par exemple tout con, je vais me faire une manucure, bah parce que c'était un cadeau qu'on m'avait fait, que moi j'aime pas ça parce que justement, je le sais, le problème que j'ai moi. Donc quand je fais mon vernis, je sais qu'à un moment donné je vais me galérer, mais il n'y a pas de réflexion. Là, j'arrive pas à tourner ma main pour refaire mon pouce et je dois expliquer à la nana, bah je peux pas, j'ai un handicap. Et là, elle fait oh là là, ma pauvre, oh là là, ça y est, un petit chargement de pitié là, on adore. Et
je commence à des gens qui me voient pour la première fois dans ce contexte-là. Dès que je leur dis ça, pareil, je vois de la pitié, ou alors ils ont des préconceptions, ils ont jamais rencontré de personnes handicapées de leur vie et ils se disent les personnes handicapées ils aiment bien faire pitié, etc. Pitié. J'ai de plus en plus cette idée-là qui grossit dans ma tête et à un moment donné j'ai envie de me dire stop, le handicap c'est pas du tout ça. Et là je me dis mais c'est ça en fait, mon point de vue, parce que en humour faut toujours avoir un point de vue. Mon point de vue, il était là sous mes yeux depuis le début. Je suis la seule, non pas la seule, faut pas déconner, mais dans mon environnement, je suis la seule à avoir ce truc-là un peu entre deux eaux, en tous les cas, handicapé sous couverture, voilà, limite. Oui, ouais, t'auras un avis en tous les cas, effectivement, qui est voilà. différent et de puis, la majorité qu'on pourrait entendre. C'est ça ma force, quand je monte sur scène, on voit rien, tout va bien, puis là, bam, je balance le truc, je balance le coup de l'AVC, et puis je balance mon histoire, et puis t'as un effet de surprise comme ça. Et après, entre guillemets, j'autorise les gens à rire de ça avec moi. Je leur dis, bah voilà, une personne handicapée, vous en voyez une, est-ce que j'ai l'air de faire tant pitié que ça? Non, je crois pas. J'ai les mêmes problèmes que tout le monde, et puis tu commences avec des problèmes un peu comme ça, que tout le monde vit, et puis c'est ça aussi que je veux montrer. C'est ok, on a quelques challenge en plus par rapport à tout le monde, mais on a les mêmes aspirations, on veut être aimé, on veut vivre la meilleure vie possible, on veut s'accomplir, on veut se sentir bien dans notre tête, bien dans notre corps. Attends, ça fait combien de temps qu'on va à la salle maintenant quand on pouvait. Quand on pouvait, feu la salle. Ça fait je crois que j'étais dans mon deuxième master, donc ça devait être genre 2016-2017. Voilà, je faisais je fais du sport. Tu faisais du sport et tu y allais toi dans une salle de sport normale et tu faisais et puis des machines normales et voilà. J'en faisais plus que ceux qui viennent pour les selfies. Oui, on est d'accord. On est d'accord qu'il y a un truc à faire avec ça. Il y a des gens qui vont à la salle pour se faire des photos. Et donc d'ailleurs oui, ça mène à un bide, ça, cette histoire de handicap que tu donnes sur scène, puisque tu as joué aussi au Spotlight à Lille. Le bon gros bide alors sa attends, mère, déjà il faut quand même mettre dans le contexte, dirait JDG, c'est que de 1 tu passes première. De 1 c'est notre première fois là-bas. Ouais, c'est notre première fois. On n'a jamais joué là-bas. Et puis à tous les deux, c'est la première fois qu'on se retrouve ensemble à jouer sur le même plateau. Et moi, j'essaie de me remémorer, j'avais déjà fait 3 plateaux avant le confinement, puis j'en avais refait un qui s'était super bien passé à Bruxelles, mais un mois avant à peine, donc j'étais encore sur le bon passage. Sur ce bon passage-là, avec un des humoristes que j'aime le plus en Belgique, qui a quand même PE, qui me demande après ce passage-là si je veux faire son plateau aux Kings quelque temps après. Donc je suis encore sur ce truc-là, je suis super contente, je vis ma meilleure vie. Et là, pour la première fois, je joue en France en plus, parce que tous mes autres passages s'étaient passés en Belgique. Et là, pour la première fois, j'étais en France, et en plus j'étais avec toi, j'étais trop contente. Et là, je fais l'erreur de débutant. Je me dis, il faut que je passe avant toi, chérie, parce que tu vas parler aussi de mon handicap, et moi, le truc repose sur l'effet de surprise. Ce qui est changé maintenant, pour éviter les soucis. Oui, voilà. voilà. Et il y a 2 séances, en fait. Il y en avait une à 19h et une à 21h, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et donc, moi, je suis première. On choisit pas. Il y a un autre humoriste entre nous deux. Ça a changé entre les deux. Et toi, tu passes 3e. Ça, c'est quelque chose à retenir pour la suite. Première séance, ça va. Ça va. Honnêtement, ça va. C'est un peu moins chaud que Bruxelles. Ouais, le cadre n'est pas le même, c'est normal. Et le cadre n'est pas le même, et il y avait beaucoup moins de gens, mais ça va. Et puis, j'entends dans le public des gens qui ont aussi les mêmes problèmes que moi, qui ont aussi un handicap, etc. Oui, c'est vrai que pour le coup, là, bonne réception, tu vois. Ouais. Le truc bien accueilli. Et donc, je prends un peu trop la conf. Et là, je pense que y a pas mal de gens qui vont se reconnaître. Voilà. Et je me dis, si la première s'est passée en soirée, ça ne peut que se passer mieux. Je vais en profiter pour tester des trucs, je vais être plus à l'aise, etc. Puis là, j'arrive, j'enchaîne 2-3 blagues, c'est pas le délire.
limite silence de bibliothèque, quoi. Et je me dis, bon, c'est pas grave. Juste après, il y a ma meilleure blague qui arrive, celle où ça applaudit à chaque fois pendant un bon 30-40 secondes. Allez, c'est celle-là, c'est celle-là, c'est celle-là, c'est le moment. Je la lâche et tout ce que j'entends, c'est... Ça a choqué des gens. C'était une blague genre où j'avais réussi à te pécho. Je vais pas spoil là. Non. Mais si vous voulez me voir, en gros, j'ai réussi à te pécho. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Et alors vous et vos petits corps en bonne santé, qu'est-ce que vous faites quoi? Ouais. Et sauf qu'en fait, du coup, si les gens sont choqués, c'est que ils sont pas rentrés avec toi en fait dans l'histoire. Ils sont pas suivis au départ, mais peut-être parce que justement t'étais la première à passer. Ils étaient pas à peine assis, on va dire. Voilà. Il y avait tout un contexte. Ouais, j'essaie de penser à ça, ou alors j'ai pas réussi à faire rentrer les gens dans mon univers quoi. Donc il y a un peu de tout ça, mais le premier bide, tu le prends mal. Quand tu vois que ta meilleure blague ever, elle se viande, dans ma tête, ça fait bon, ok, balance les autres le plus vite possible, sors de scène le plus vite possible, tu vas pouvoir aller pleurer dans les chiottes après. Alors justement, ta réaction quand tu vois ça, c'est, tu te décomposes à l'intérieur et physiquement, mon Dieu, faut que je montre rien. C'est ça, complètement. Ouais. Complètement. J'ai même essayé d'en faire encore plus, essayer de donner plus d'énergie pour essayer de masquer. Ouais, puis pour essayer de les réveiller un petit peu, mais y avait rien à faire, c'est resté au même point, et puis là je transmets le micro. Mais tu vas jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout du truc, pour pas que ça se voit, et je me casse, et au lieu de me rasseoir à côté de toi, je vais jusque dans les toilettes avec ma trousse de maquillage quand même, faut pas déconner, pleurer un bon coup. T'as pleuré un petit moment à côté de moi aussi, oui. Ah, je me rappelle même plus de ça. Les souvenirs sont flous. Je devais monter sur scène juste après cette personne qui jouait pendant que tu as eu juste le temps de venir un peu pleurer. Et puis bon, allez, moi j'y vais maintenant. Et je vous raconterai ça une autre fois parce que ce sera du coup mon moment compliqué à moi. C'est moi qui vais t'interroger à ce moment-là. Pourquoi pas. Yes. Mais ouais, non, c'est vrai que c'était... Et du coup, alors, bon, tu sors, ok, là c'est sur l'instant. Donc tu pleures, c'est les émotions, tout ça, machin. Tu sais, ah là là, ça s'est mal passé. Mais finalement après c'est oh là putain je fais plus ça, je vais plus sur scène. Ah non. Ou ça te au contraire remotive à y retourner. Je le savais qu'à un moment ou à un autre j'allais me prendre un bide parce que il y en a plein des humoristes à qui on a parlé dont Sugar Sammy qui nous ont dit Master Sugar Sammy. Voilà. The GOAT. C'est ça. Mais en fait si t'as jamais pris de bide, c'est que t'as jamais vraiment joué quoi. Ouais. Donc je me suis dit bah voilà, ça devait arriver. Ton bide est fait. Le premier là, ce sera certainement pas le dernier. Ce sera certainement pas le dernier, mais le plus douloureux est fait. Check. Tu te formalises pas. Non. Si sur le coup je me disais j'ai fait de la merde, j'ai été nul, ça a rigolé bien plus pour les autres. Je suis. Pas tant que ça en toute honnêteté. Oui, c'était. Il y a eu un peu plus de voilà, mais c'était pas non plus. La deuxième session était juste, les gens étaient juste beaucoup moins réactifs et présents. C'est ça. Qu'à la première. Et j'ai eu ma petite confirmation quand j'ai refait 2-3 scènes après. Cet été-là, j'ai fait 2-3 fois au Kings et puis ça s'était bien mieux passé. Quoi. Oui, Même en première partie, donc ça me confirmait bien que c'était... Oui, c'était le moment, il y a des histoires de moments comme ça. Voilà. Mais donc, ouais, évidemment, t'accuses le coup, mais tu retravailles ton texte quand même en disant, peut-être que du coup, il faut peut-être que je trouve une méthode pour que même dès le départ, même si je suis première, même s'ils sont genre à moitié présents, il faut que je trouve un truc qui fasse qu'ils rentrent dedans. Non. Je vais m'arranger pour plus être la première. Mais au bout d'un moment, ce texte-là, je vais arrêter de le jouer tout le temps parce que là, c'est mon premier. Mais donc, oui, voilà, c'est celui-là que je joue pour pouvoir le peaufiner, pour pouvoir passer à un autre après. Pour me présenter aux gens parce que c'est un peu mon intro. Mais au bout d'un moment, je vais passer à autre chose et puis je voyais pas de raison de changer parce que ça a marché. Ah oui. Ça a marché ailleurs, ça a marché à plusieurs occasions à Bruxelles, je vois pas pourquoi je le changerais pour un bide. Donc affaire à suivre, mais on verra quand du coup parce que là c'est compliqué avec la crise sanitaire. On verra bien. On verra. Mais du coup c'est intéressant ce regard-là parce que t'es toute jeune humoriste, bébé, un peu même coupé dans ton élan du coup avec ça. Bah ouais. Et en même temps, ce que tu racontes est finalement le fruit de nombreuses années d'histoire quoi. C'est comme ça a maturé puis ça a éclos.
Et Ah bah oui, parce que ça fait super longtemps que je veux faire de l'humour, mais dans mon échelle de vie, quoi. Là, je veux faire de l'humour depuis que j'ai 14 ans, ça va bientôt faire du coup juste 14 ans que je veux faire ça. Mais c'était trop jeune de commencer avant, j'avais pas assez d'anecdotes, j'avais pas assez de vécu, j'avais pas assez de recul sur moi-même, sur ma vie, sur ce qui m'entoure pour pouvoir donner ça. Puis c'est vrai que j'avais pas vécu grand-chose, c'est une des parties de mon sketch, donc ça résonne tout à fait. C'est que voilà, j'ai pas vécu grand chose parce que j'ai vécu à la campagne principalement, dans le fin fond du Nord. Il a fallu que je vive des choses vraiment, que j'aille à l'UNIF, qu'on aille vivre en Espagne quelque temps pour mon Erasmus, que je commence une thèse, que j'aille voilà un peu partout apprendre sur la vie, quoi, avant d'en parler. Donc on a appris quand même que t'as fait un AVC et que t'as pas vécu grand chose. Voilà. et donc bah écoute, merci ma chérie d'être passée. T'as commencé en disant que l'idée c'était, tu voulais comme tout le monde finalement t'aimer et te faire confiance, et j'ai envie de dire, est-ce que du coup maintenant c'est mieux ça? T'en es où depuis que tu montes sur scène? Comment tu t'es senti? Comment tu t'es regardé après coup, après avoir monté sur scène une première fois, qui d'ailleurs au passage s'était extrêmement bien passé à ce moment-là? Bah, je me suis dit, y a pas à chier, j'ai toujours autant une voix de chiotte. Hein. D'ailleurs, je tiens à m'excuser d'avance auprès de tous tes auditeurs. Mais non. Parce que là, quand je m'entends, ça va, c'est correct. Mais quand j'ai commencé la fac, tu sais, mon cours de communication orale, avec les casques, voilà. Mais dès qu'on s'entend la première fois au casque, on fait tous ça. Mais c'est horrible. Mais le pire, c'est que je me suis vengée quand j'ai été prof de vite fait de cette matière-là. Quand j'ai vu tous leurs tronches quand ils se sont réécoutés, les étudiants, et puis moi, ça me faisait marrer parce que ça me rappelait mes débuts. Donc déjà, la voix pas terrible. Après, voir que j'arrivais à décrocher des rires dès ma première, c'était assez gratifiant, surtout quand, après toi, t'as des humoristes comme Farah qui demandent aux gens de te réapplaudir encore une fois. Tu dis, waouh, je suis reconnue par Farah, quoi, c'est cool. Et c'est un gros fuck à tous ceux d'avant. Ah ouais, mais quand j'ai voulu commencer en humour, c'était vraiment dans un truc de vengeance. Ils vont voir comment je vais être trop célèbre, comment je vais être trop talentueuse, etc. Et puis après, je me suis dit oui, calme-toi au fil des années. Puis là, je me suis dit ouais, si je peux montrer comment j'ai évolué, comment j'arrive enfin à m'aimer, chose qu'ils ne voulaient absolument pas que je fasse, bah voilà. Tant mieux. Tu t'aimes plus? Ah, je serais une grosse mytho de dire que oui, parce que t'arrêtes pas de m'engueuler quand je me dévalorise, mais bon, là que j'ai fini ma thèse, ça va un peu mieux, parce que tu as entendu pendant 3 ans, mais je suis trop nulle, mais pourquoi j'ai fait ça, j'ai pas le niveau pour la thèse, regarde tous les autres, ils s'en sortent bien mieux, moi, c'est nul ce que j'écris. Bon, je réitère, tu t'aimes plus? Un peu plus, on va dire. Moi, je t'aime. Fin du podcast. Oh!